Bonjour à toutes et tous. On se retrouve pour la Journée internationale de l'épilepsie. On va parler dans cette petite capsule vidéo d'activités sportives et loisirs avec Axel Lyon, qui est spécialisé sur les activités de loisirs et qui a fait des écrits là-dessus, qui travaille à la tête à Terre-Hermitage. Et puis Gilles Guibert, qui est délégué Épilepsie France de la Gironde et aussi administrateur de l'association Épilepsie France. Euh, Tout d'abord, l'activité physique causerait et vous montrerait des crises d'épilepsie. La survenue d'une crise est très souvent chez les patients un frein par la peur du regard des autres. Enfin, le fait d'être différent des autres qui engendre la non-acceptation de la personne. Tous ces petits éléments, ce sont des remarques qu'on peut entendre des patients. Est-ce que ça constitue l'épilepsie, du moins, une contre-indication absolue à la pratique d'activité physique et sportive, Axel? Eh bien, alors effectivement, c'est une représentation, mais c'est faux. On peut l'affirmer aujourd'hui, hein. D'une part, l'épilepsie n'est pas une contre-indication en soi, une contre-indication absolue à la pratique d'activité physique ou sportive. Néanmoins, elle va, dans certains cas, demander certains ajustements et certaines adaptations, par exemple aux facteurs déclencheurs de crise, au type de crise, ou bien aussi au handicap ou comorbidité associée. Euh, mais au-delà de ça, excepté certaines situations particulières, certains environnements, comme par exemple la haute altitude ou bien la plongée sous-marine, eh bien, quasiment toutes les activités physiques et sportives sont réalisables par des personnes qui souffrent d'épilepsie. Gilles, vous pourriez nous parler un petit peu plus, enfin, tu pourrais nous parler plutôt des stigmas et de l'exclusion, les exclusions sociales pour les personnes qui souffrent d'épilepsie. Comment ça s'est géré en fait dans les clubs de sport, dans les centres où on peut pratiquer des activités loisirs ou sportives? Ouais, effectivement, et c'est ce qui est très délicat sur les clubs, lorsque une personne épileptique va au coin de la rue, dans sa ville, dans son village, essayer de pratiquer le sport qu'il aime, hein, que ce soit le foot, le basket, enfin peu importe, hein, tous les sports bien sûr. Souvent, très souvent, le club, ne connaissant pas la maladie, ne connaissant pas la prise en charge de la maladie en cas de crise, eh bien finalement refuse l'inscription de la personne, dit que finalement son club n'est pas à même de l'accueillir, trouve un prétexte en disant ben non, j'ai pas assez de bénévoles, enfin voilà, je vais pas pouvoir m'occuper de vous. Donc vraiment, on a un facteur là quasiment d'exclusion, hein, des personnes épileptiques, du fait surtout de la méconnaissance des clubs et, comme le disait Axel, quelque part dans ces clubs, il n'y a pas forcément de personnes qui puissent vraiment accompagner la personne épileptique dans sa pratique. Et l'un ou l'autre, hein, on avait eu il y a quelques années une campagne nationale par la Fédération française de football. Euh, je crois que c'était Michael Landreau qui avait Tout à fait. participé à cette sensibilisation. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, on a un problème d'information et de sensibilisation en fait, des clubs sportifs en général et même des lieux où on peut pratiquer les activités loisirs et sportives. Oui, alors sur les clubs courants, oui. Par contre, ce qu'il faut aussi indiquer aux personnes qui pratiquent et qui veulent pratiquer une activité physique, c'est qu'il y a des clubs de sport adaptés. Alors, ils ne sont pas normalement tout à fait encore ouverts à tout le monde, puisque à l'origine, ils sont réservés aux personnes qui ont un handicap mental. Mais en tout cas, ils ont compris, eux, qu'ils pouvaient adapter la pratique, adapter les sports, et par connaissance de cause, hein, puisque je connais beaucoup de personnes qui sont dans ces clubs et qui sont épileptiques, cette adaptation finalement de la pratique permet de pratiquer le sport qu'il aime. Donc, il y a d'une part le club courant, effectivement, qui n'a pas la connaissance et la bonne prise en charge de l'épilepsie. Et pour autant, il y a des choses qui existent, mais qui ne sont pas encore suffisamment connues. Donc, on a les freins, on va dire, matériels et organisationnels des clubs en général, mais aussi on a des freins, en fait, un peu plus liés au patient et au regard, lui, sur sa maladie, Axel, ou même de son entourage pour les enfants, où il y a une surprotection peut-être des enfants. Il y a un peu tous ces éléments alliés qui sont des freins, non? Et tu peux nous en expliquer un petit peu plus.
Je m'inscris en vrai par rapport à tout ce qui vient d'être dit par vous deux déjà. Et concernant effectivement les freins qu'on pourrait qualifier de intrinsèques, ils existent aussi, c'est-à-dire des processus d'auto-exclusion, soit par les patients, les malades eux-mêmes, en fait, qui vont craindre, par exemple, dans leur pratique sportive, eh bien, de risquer de dévoiler une maladie qui ne se voit pas aux yeux de tous au décours d'une crise, ou bien aussi ils peuvent craindre de se blesser au décours d'une crise, tout simplement. Et puis aussi souvent, euh, comment dire, les éléments physiologiques liés au sport, comme la sudation, l'essoufflement, etc., sont associés à des facteurs déclencheurs de crise, alors que ce n'est pas forcément le cas en plus. Ça va dépendre effectivement des épilepsies en question. Et donc, ces représentations vont entraîner, en fait, effectivement, une exclusion ou une proscription à la fois des malades et puis de leurs entourages aussi, les aidants, les parents qui comptent bien faire et qui préfèrent préserver bien, leurs enfants de s'exposer de cette façon-là en sport, alors qu'aujourd'hui, la littérature scientifique montre qu'il y a comment dire, une proportion de bénéfices qui est bien supérieure au risque potentiellement encouru par les personnes épileptiques en s'adonnant à des pratiques sportives. Oui, à ce sujet-là, lors de la conférence qu'on avait fait sur le sport, c'était à Bordeaux, hein, Gilles, Oui, Arnaud Biravin, qui est médecin, épileptologue du moins à Rennes, avait rappelé qu'il avait quelques sportifs de haut niveau en consultation et la preuve que ce n'est pas un frein, l'épilepsie au sport, et bien au contraire, elle permet de faire partie de la société. Et ça me permet de poser la question au passage à Gilles. Euh, L'un des préjugés, c'est aussi le rejet social, on va dire, l'isolement social par rapport oui, à la oui. maladie, la méconnaissance de la maladie, qui sont des freins complémentaires, on va dire, avec ceux qu'on a déjà soulevés. Oui, parce que lorsque la personne elle-même s'exclut de l'activité physique, par peur du regard des autres, quand les proches excluent leur enfant épileptique des clubs parce que là aussi ils ont peur du regard ou ils ont peur de la réaction et du club. Lorsque les clubs eux-mêmes disent bah non, finalement, c'est pas pour toi, désolé, on peut pas t'accueillir. Bah, du coup, la personne se sent totalement exclue du cercle, se sent exclue par rapport à ses petits copains qui font, eux, de la pratique sportive. Et donc, du coup, c'est un vrai, un double effet négatif. Et il faut arriver justement à casser ce cercle infernal de l'exclusion parce qu'on sait que le sport, Axel l'a dit, est bénéfique pour la santé, mais non seulement bénéfique pour la santé pour tous, mais aussi bien sûr pour la personne épileptique, parce que ça peut réduire son seuil de déclenchement des crises. Ensuite, le sport en soi ou l'activité physique, hein, si on n'est pas obligé de faire la compétition, mais l'activité physique, elle est propre à justement à pouvoir sortir et à rencontrer des personnes. On va dans un club, c'est aussi pour partager une passion, pour partager avec les autres. Et donc, il faut vraiment qu'on arrive à casser ce cercle négatif et qu'on arrive à convaincre que, bien sûr, le sport est, est tout à fait bénéfique, mais par contre, qu'il faut adapter la pratique, qu'il faut trouver des moyens pour, par rapport à sa propre épilepsie, ne pas faire effectivement les 45 minutes de match de foot sur la mi-temps, peut-être en faire 30. Sur un match de basket, peut-être ne pas faire 4 fois 10 minutes, mais 4 fois 4 minutes. Enfin, voilà, il y a des choses qui existent, mais il faut les mettre en place. Il faut arriver à convaincre les clubs que c'est possible. On a aussi maintenant des étudiants ou une spécialisée en STAPS, en formule activité physique adaptée pour la santé. Et donc ces personnes-là qui sont compétentes, qui sont formées pour ça, eh bien, elles ne sont pas encore assez présentes dans les clubs. Ça fait partie des pistes hein, qu'on avait relevées lors du livre blanc hein, sur l'épilepsie. Voilà, il y a des choses qui existent, il faut simplement les faire connaître et les développer. Oui, c'est ce dont on pourrait parler, hein, Axel, c'est-à-dire que tout ce qui est information, sensibilisation, et on va dire pour démocratiser en fait le sport, adapté aux personnes souffrant d'épilepsie, qui manque aujourd'hui hein, relativement de manière importante.
Oui, tout à fait. Et puis comme l'a dit Gilles, en fait, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que ce sont des informations, de l'éducation presque à formuler à la fois auprès des personnes malades et des familles et des aidants, pour montrer que l'activité physique est faisable à certaines conditions et qu'elle est effectivement très bénéfique. Et en même temps, auprès des encadrants et des structures sportives, pour leur dire qu'ils peuvent accueillir sous certaines conditions, mais ils doivent accueillir des personnes qui souffrent d'épilepsie puisque ça apporte beaucoup de bénéfices et qu'il y a finalement très peu de raisons ou de risques de les en exclure, avec en plus aujourd'hui de multiples possibilités, de multiples dispositifs qui existent. Gilles a évoqué par exemple le sport adapté. On peut penser aussi aux maisons de sport santé, par exemple, aujourd'hui, qui proposent de l'activité physique à toute personne atteinte d'affections de longue durée, par exemple, dont font partie les épilepsies sévères. On peut parler de la loi de prescription, le sport sur ordonnance depuis 2016, et puis aussi toutes les activités qui sont proposées au sein des structures sanitaires et médico-sociales dans des dispositifs en APA, par exemple. Mhm. Bah, à titre d'exemple, on a par exemple l'ITEP de Toularouat où ils ont 80 jeunes qui vont de à peu près 10 à 20 ans. Ils ont un gymnase, ils font des activités sportives comme les autres enfants. Évidemment, comme disait Gilles tout à l'heure, avec des temps peut-être plus adaptés, on va dire moins contraignants dans les règles sportives, entre guillemets, hein, de compétition. Mais peut-être l'idée, c'est quand même de pouvoir se dépenser physiquement et aussi d'être bien avec son corps. Et ça fait partie de la connaissance de la maladie, en fait. Gilles? Oui, oui, mais encore une fois, tu l'as dit et Axel l'a bien précisé, l'important, c'est vraiment par rapport à sa propre épilepsie, par rapport à ses propres symptômes. On se connaît, les proches connaissent finalement aussi hein, les facteurs un peu déclenchants, les facteurs. Ben, une fois qu'on a pris en compte ça, on peut moduler l'activité physique. On le rappelle, la première activité physique, c'est simplement la marche. Eh bien, on peut tout simplement marcher, faire 2, 3 km, 5 km et puis revenir à la maison. Ne serait-ce que ça, c'est la première activité physique. Encore une fois, on peut ne pas s'inscrire dans la compétition. Tu le rappelais, hein, on a des sportifs paralympiques hein, qui sont aussi épileptiques. Donc, ça n'empêche pas la compétition, mais avant de parler de compétition, le simple fait de sortir de chez soi, le fait de marcher pendant un quart d'heure, une demi-heure, ensuite une heure, en fonction si on peut continuer, eh bien ça, c'est toujours bénéfique. Ça permet encore une fois de sortir, ça permet de rencontrer des personnes, et c'est vraiment ça qui est très important à signaler, c'est que le sport est non seulement un vecteur de santé, mais aussi un vecteur d'intégration. Oui, Axel, c'est un peu ça, c'est ne pas confondre en fait la compétition de l'activité sportive en tant que loisir. C'est ça en fait le fond de l'histoire qui est le message à passer, même si on a des sportifs de haut niveau qui souffrent Absolument. d'épilepsie, mais c'est des exceptions, mais globalement, le besoin est là. Tout à fait. C'est-à-dire déjà, quand on parle d'activité physique, l'activité physique, quand on prend la définition de l'OMS, c'est la contraction des muscles squelettiques du corps pour produire un mouvement. Donc en fait, à partir du moment où on bouge, on fait de l'activité physique. Alors comme l'a évoqué Gilles, les activités de déplacement, les activités de loisirs, de travail, parfois, suivant ce qu'on fait, sont autant de façons déjà de faire de l'activité physique pour essayer d'atteindre les fameuses 30 minutes par jour pour maintenir sa santé. Et puis ensuite, il y a effectivement les activités sportives qui se subdivisent en plein de choses parce qu'il y a la compétition, tout le monde ne fait pas de la compétition. Il y a le sport loisir, il y a aller s'entraîner une fois par semaine ou même moins. En fait, on fait comme on veut. Ce qui compte, c'est de trouver du sens, une activité dans laquelle on éprouve du plaisir, qui va C'est nous ça. permettre d'être réguliers. Et à partir de là, eh ben, on va pouvoir avoir des bénéfices et les entretenir. Le plus important, c'est de la régularité. Et pour être régulier, ben, il faut trouver quelque chose qui nous plaît. Et comme ça, eh ben, ça fonctionne. Et si Si on je va dans résume un une, petit... Oui, allez, vas-y, Gilles, excuse-moi. excuse-moi, et si cette activité, on la fait dans une structure sportive adaptée, eh bien, en plus, on va rencontrer des personnes, on va échanger avec les autres qui font le même sport, qui ont la même passion. Et c'est ça aussi qui permet voilà, ce dialogue. Ouais, prenons l'exemple, on a un administrateur qui fait qui est patient d'ailleurs de l'association, qui fait beaucoup de courses à pied, qui fait même des petits marathons ou des choses comme ça. Je dirais que la personne, si elle se sent pas à l'aise pour aller courir seule, il existe des groupes associatifs ou non où les gens peuvent courir à plusieurs et ils peuvent Absolument. très bien informer en disant voilà,
je souffre d'épilepsie, il y a un risque que je fasse une crise pendant l'exercice, mais l'expérience que j'ai pu vous constater, c'est qu'on a rarement en fait des patients qui, pendant l'activité physique, font des crises d'épilepsie. En fait, c'est un peu ça aussi, il faut préciser. Absolument. Axel? Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est un élément majeur qu'on n'avait pas encore abordé, mais effectivement, on a la littérature scientifique, encore une fois, qui appuie cette information, mais le fait est que déjà, l'activité physique, même intense, n'est pas un facteur déclencheur de crise pour toutes les épilepsies, c'est au cas par cas. Et puis ensuite, l'activité sportive prise dans son ensemble, eh bien, en fait, on observe très peu de crises pendant la pratique, pendant la séance. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a été démontré à travers des mécanismes un peu complexes, cérébraux, mais que quand une personne épileptique est concentrée sur la tâche qu'elle est en train de faire, eh bien, elle a très peu de risques de voir une crise se déclencher. Et finalement, dans ces situations, les périodes, j'oserais dire, les plus à risque au niveau des crises, c'est presque avant et après, quoi. C'est-à-dire, c'est dans le vestiaire et après la séance, si on s'est un peu dépensé. Donc, des fois, des choses simples aussi peuvent permettre de réduire le risque par rapport à tout ça. Comme l'a dit Gilles aussi, il y a essayer de gérer l'intensité, la durée, la fréquence de l'activité. Et puis ensuite, tout ce qu'on dit aussi aux personnes qui doivent faire du sport dans le reste de la société, c'est-à-dire pas être déshydraté, donc on boit un peu régulièrement, pas faire d'hypoglycémie, donc on va manger des sucres lents avant, on emmène un petit truc sucré à manger juste après la séance, échauffement pour préparer le corps à l'effort, retour au calme à la fin de la séance pour se préparer à faire autre chose après, et tout ça sont autant de choses qui ont du sens, qui mettent du sens dans l'activité et qui ont aussi un bénéfice physiologique. C'est social et physiologique. C'est ça. C'était l'esprit de la conclusion sur laquelle j'avais envie de relancer là-dessus. C'était le sport, c'est autant un relais social pour faire société avec d'autres personnes, évidemment, c'est le principe, mais aussi au niveau du bien-être physique et psychologique qui vont aider en fait la personne dans sa maladie parce qu'elle va se sentir mieux avec son corps et peut-être mieux appréhender sa maladie. C'est un peu ce que l'on peut résumer, hein, Gilles. Oui, et mieux accepté aussi par les autres, puisque du coup, lorsqu'on est dans une équipe, lorsqu'on est dans un groupe, eh bien, on se sent à l'intérieur du groupe et non pas à l'extérieur. Donc, oui, oui, c'est exactement ça, Christophe. Bien, écoutez, je vous remercie pour cette petite bulle sur le sport et puis je vous dis à très bientôt et merci encore. Au revoir, à très bientôt. Merci. Merci à tous, à bientôt. Toi qui me crois toc toc et qui flippe, écoute, je décrypte en musique. Comment t'expliquer si vite, c'est pas le trip d'être épileptique. Même si parfois mon cerveau chauffe un peu fort. Moi je suis comme toi, j'ai bien une âme et un cœur. Je suis cool et j'aime le sport. Pour moi tu sais quand ça roule, je suis le roi des déconneurs. Je blague à toute heure, même si j'ai peur de la foule. Je suis plein de bonne humeur, mais tu vois ça me fout les boules. Avant tu sais j'en savais rien. Je me suis levé de bon matin, comme si de rien, fier, beau et fort. Je garde la même devise, pour moi c'est la vie.